Donc comment je ne suis pas devenu milliardaire? Donc c'est une conférence où on va parler essentiellement d'argent, de thunes, de pognon. Il va y avoir des choses comme la monétisation, les joies de l'implémentation de la chain app, différents modèles de revenus, ainsi de suite. Donc, au programme, un point sur la situation sous Android au niveau monétisation, quelques spécificités du marché mobile, les différents modes de rémunération. Alors là, j'en ai mis quelques-uns, je crois qu'il y en a 10 ou 12 que j'ai notés. On parlera d'un point intéressant, c'est du CA brut au revenu net et vice-versa. C'est une question qui est relativement peu abordée. Et des joies de l'implémentation d'AdWords et in-app billing, c'est que du bonheur parce que Google fait que des API hyper faciles à programmer. Et pourquoi? Alors cette conférence est venue d'un moment où sur Twitter je ronchonnais justement sur l'implémentation du in-app billing. Et il y a Julien qui m'a dit si un de ces quatre veut faire une conférence là-dessus, passe au TOG. Donc on avait dit ça cet été, on avait donné la date d'aujourd'hui à peu près. Et je m'étais dit je commencerai ça tranquillement une semaine avant, ça ne va pas prendre trop de temps. Vous verrez un peu plus tard que c'était un peu plus compliqué que prévu. Un petit mot pour Julien, un énorme merci de ce que tu fais le gars qui est juste à la bourre pour aller chercher les bières, mais en fait il démène énormément pour le TOG. Nous on n'arrive pas à faire aussi bien que vous à Bordeaux, vous ne le répéterez pas. Dans le GDG, tu es hyper présent, hyper motivé, et tu n'es pas le dernier à filer un coup de main quand on a des questions à poser. En gros, quand je pose des questions sur le Google Group général du GDG, il n'y a que lui qui me répond. Et gentil. Donc un grand merci. On peut l'applaudir. Alors, de qui parle-t-on? Je voulais mettre une photo de moi, mais ça faisait un petit peu... je parle que de moi, puis j'en ai pas trouvé une aussi ridicule. Donc on va parler un peu de moi quand même, parce que c'est bien de savoir qui c'est qui vous parle. Donc j'ai travaillé il y a fort longtemps chez Thales à Bordeaux, qui est 2 fois plus petit que celui de Toulouse, mais qui est sympathique, chez Cdiscount, concurrent français d'Amazon est à Bordeaux. Et j'ai travaillé pour Bordeaux Games, qui est l'association qui gère le jeu vidéo en Aquitaine. Donc j'ai eu plusieurs vies. Alors actuellement je suis au cabinet numérique, donc je suis indépendant, je fais de la programmation Android pour ma pomme bien évidemment, mais aussi du conseil. Alors je travaille dans une... Ce du fond c'est un truc en russe des années 30. Je suis dans une coopérative, Coop Alpha, une coopérative d'indépendants, qui est un système assez intéressant qui permet de travailler en indépendant, tout en étant dans un groupe, en ayant un statut en CDI, et ainsi de suite. On n'a pas le temps, mais je peux en reparler éventuellement. Je regarde ce que j'ai fait, donc bien évidemment, je programme sous Android. Je suis le président du BOG, donc c'est la même chose que le TOG à Bordeaux en mieux. J'ai développé une application qui s'appelle My System Coach, qui permet d'avoir en temps réel votre occupation processeur et mémoire. J'ai fait à ce sujet-là plusieurs articles sur Frandroid où j'expliquais mes déboires et mes aventures, parce que j'ai tout fait tout seul, alors c'est un peu compliqué. Et actuellement, je travaille sur Activity Report, qui est en open beta, qui vous permet en temps réel de savoir les activités que vous avez fait dans la journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me dirait, si je l'ouvrais, que j'ai marché à peu près une vingtaine de minutes, que j'ai fait 2 heures de voiture depuis Bordeaux et que j'ai pas filmé. Voilà, alors, on vient de Bordeaux, donc je vous ai amené une petite bouteille de rouge pour la dégustation, et des cannelés, pour après la pizza. Alors comment ça va se passer? Alors, on va pas faire une présentation classique où je sais tout, je vous explique, c'est moi le chef, le big boss. Ceux qui vont sur 9gag et Reddit reconnaissent ce petit mème, où je vous explique que c'est comme ça et pas autrement, et que c'est moi qui ai raison partout. On va essayer plutôt de faire des échanges. Je ne suis pas milliardaire, j'ai pas 50 applications à mon crédit, je ne gagne pas 75 000 € par mois grâce à elles, donc j'ai pas mal de choses à apprendre. N'hésitez pas à me couper, à me dire gentiment que j'ai tort en argumentant. Alors, le temps c'est de l'argent. J'ai commencé il y a 5 minutes. Est-ce que quelqu'un pourra me faire un topo quand on a dépassé les 20 minutes, c'est-à-dire dans un quart d'heure, qui est volontaire? Allez. Vendu? Alors, oui, j'aime bien Sherlock Holmes. J'étais parti donc l'année dernière en me disant ça va prendre trop de temps, je vais faire une petite intro rapide de 5 minutes sur ce que c'est que la monétisation sous Android, et puis après on pourra parler des choses sérieuses. Seulement j'ai commencé à gratter un petit peu le sujet et ça n'a pas été facile du tout. Alors déjà il y a un point, si vous voulez installer Android 1.5 sur l'iPhone 6, vous tapez ça sur Google et vous avez à peu près 75 millions de réponses sur Stack Overflow. En fouillant un peu vous trouverez des ROM pirates, ainsi de suite, c'est assez simple.
Si vous tapez comment gagner ma vie sur Android, ce sera plus difficile. Sur Stack Overflow, vous n'aurez pas 250 exemples de monétisation. Le revenu type sur la pub, ainsi de suite. Il faut fouiller, se renseigner. Parce que dès qu'on parle d'argent, ça devient un peu plus compliqué. Les gens ont tendance à garder leurs infos pour eux. Donc j'ai fait mon enquête. J'ai essayé de citer mes sources. C'est des sources qui sont récentes en général. Alors quelquefois, sur quelques éléments, j'ai un bout de source qui date de 2013, un bout de 2014, qui se contredisent un peu, donc c'est assez compliqué. Bon, maintenant que vous avez fait tout ça, j'ai dit Bordeaux c'était génial, je vous ai raconté ma vie, on va attaquer les choses sérieuses. Donc, le point situation sous Android. Est-ce que vous avez des questions déjà? Tout va bien? On ne trouve pas ton app. Je ne l'ai pas. Ah, eh oui. Il faut aller sur activity-report.fr. C'est pas donné à tout le monde. Alors, quelques informations. Donc, il y a à peu près 1 373 000 applications. J'ai vu ça sur AppBrain. Les chiffres datent d'octobre. Dernière Google I.O. qui était en juin, bravo. On nous a annoncé qu'on reversait à peu près 5 milliards de dollars aux développeurs par an. Donc, si tu fais un calcul vraiment au pifomètre, ça fait 3 000 $ par app. Si tu regardes le salaire moyen d'analyste développeur, 35 000 € brut par an, ça fait à peu près 20 applications à vendre par an. Voilà. C'était le moment motivant. Seul. Hein? Seul. Oui, seul. Oui, c'était une équipe avec 250 personnes, c'est autre chose. Donc déjà, c'est sympa. Donc une métaphore intéressante. On va parler de chocolatine. Je m'étais promis de le faire, et de Facebook. Si vous avez la meilleure chocolatine du monde, que vous la vendez à tous, la meilleure du monde, hein, vraiment, elle est à des kilomètres au-dessus de toutes les autres, vous faites, tout le monde le sait, bah, malheureusement, vous aurez beaucoup de mal à en vendre tous les matins au-delà des gens du quartier. Ça doit être génial. D'un autre côté, si vous avez la deuxième meilleure chocolatine du monde, vous avez des chances de la vendre dans votre quartier aussi. Même une pas très bonne, s'il n'y a personne d'autre dans votre quartier, vous avez des choses. Alors j'ai voulu chercher, j'ai pas eu le temps, mais le nombre de boulangeries et de pâtisseries en France doit être assez énorme. Donc le marché de la chocolatine n'est pas mondial, il est très localisé, en grosso modo le quartier. Alors, si c'est vraiment la meilleure du monde, vous avez peut-être de temps en temps des Japonais qui viendront, mais ils ne feront pas, le Japonais moyen ne fera pas le chemin tous les matins vers vos boulangeries pour acheter votre chocolatine. Il y a peu de chances que vous ayez un même. Par contre, si vous faites un réseau social général, pour les gens, voilà, et ben là vous avez directement accès au niveau mondial. Donc, vous pouvez truster tout le marché. Donc, si on regarde le marché des réseaux sociaux généraux, il y a à peu près la place pour, alors c'est au pifomètre, mais je dirais 3, 4 maximum applis, écosystèmes, ainsi de suite. Donc, le marché est vraiment mondial. Donc, ça veut dire que si vous développez maintenant, alors c'était une mode à un moment, tout le monde a voulu développer son Facebook, si vous développez un équivalent de Facebook, même s'il est à peu près aussi bien que Facebook, eh ben, vous ne ferez pas grand-chose. Vous aurez peut-être une dizaine de copains qui iront au début pour vous faire plaisir, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Ce que je dis, c'est grosso modo, quand on s'attaque au marché mobile, eh ben, on s'attaque au marché mondial, donc il y a de la place, grosso modo, sur votre créneau, sur 2, 3, 4, 5 places. Alors, quelquefois ça marche, hein. Vous pouvez faire un réseau social pour animaux, ils font ça à Bordeaux, ça s'appelle Umipets, ça marche très bien. Et je pense qu'il doit y avoir 2 concurrents dans le monde, ils vont s'étriper pendant 10 ans, et à la fin, il n'y aura plus qu'un. Ça ira pas beaucoup plus loin. Donc, premier conseil, c'est peut-être le seul, même si vous devez en retenir qu'un, après vous pouvez vous rendormir, c'est donner l'impression d'avoir un produit génial. Alors j'ai vu ça, c'était donné dans une conférence par Sam Altman, qui travaille à Y Combinator, qui est un des premiers incubateurs au monde. Il a fondé ça avec un des boss de Facebook. Et donc, je vais vous donner plusieurs exemples, que j'ai repiqué comme un porc tout de suite. Hein. Il dit, il faut donner l'impression d'avoir un produit génial pour truster une des 3 places dans votre domaine. Alors, il y a un exemple, c'est Google. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas trop? Biteuf. J'ai mis l'interface de Google que j'ai découvert en école d'ingé. À l'époque, on utilisait tous Yahoo ou Alta Vista, alors il y avait plusieurs clans, ainsi de suite. Il n'y en avait aucun des deux qui ressortait, et un jour, il y a un copain qui m'a dit « Putain, il y a un truc qui est sorti, ça s'appelle Google, ça déchire sa race. » 10 minutes après, j'utilisais que Google. Ils ont fait 0 pub, rien du tout, mais c'était le meilleur. C'était 10 fois mieux que les autres, les réponses étaient top, ainsi de suite. Bon, après, j'ai appuyé qu'une seule fois sur ce bouton, hein, mais c'était vraiment génialissime. Donc déjà, si vous avez vraiment le meilleur produit tout court, ça devrait se répandre comme une traînée de poudre. Tous les gars vont l'utiliser une fois, vont dire « Ah, c'est génial », ils vont le tweeter pour faire « Malin, j'ai trouvé un truc qui déchire sa race », ainsi de suite.
Bon, alors si vous êtes sur un domaine généraliste comme Google, c'est plus facile que si vous êtes sur les réseaux sociaux pour moule grabataire, mais si vous avez le meilleur produit, c'est déjà vous avez fait l'essentiel du boulot. Il y a une deuxième méthode, je ne pensais pas le faire, hein, le col roulé, il est nul, et il là-bas. C'est Apple qui, alors, c'est pas tellement que leurs produits étaient les meilleurs, parce que quand on y pense, un téléphone avec un peu de puissance processeur, un écran tactile avec lequel tu arrives à gérer ton agenda, tes SMS, ainsi de suite, ça existait déjà avant, ils étaient plus puissants, ils avaient la 3G, les premiers téléphones Apple n'avaient pas la 3G, il y en avait certains, je crois, où tu pouvais télécharger des applications, il y en avait des mieux. Mais lui, il a fait un truc méga sexy, sa race. Donc là, et moi j'avais des gens nous c'était un truc de geek, j'avais un copain qui avait un Sony plié, on était tous en extase devant, on était une dizaine de copains, je crois qu'on en avait acheté un, il y en avait deux qui l'avaient acheté, mais ça allait pas plus loin, quoi. C'était un super produit. Le jour où l'iPhone est sorti, moi j'ai des gens qui, du jour au lendemain, m'ont expliqué ce que c'était que l'informatique, quoi. Regarde, j'ai un téléphone, je peux envoyer des SMS. Regarde, c'est magique, je peux me connecter à Internet. Donc voilà, rendre le truc hyper sexy, et tout d'un coup, un produit qui réserve une niche devient, tout le monde le veut. Il faut quand même un putain de talent pour le faire. Troisième méthode, TF1, la pub. Si votre concurrent a un produit génial mais que personne ne le sait parce que vous bombardez tout le monde de pubs, les gens ils vont prendre votre application qui sera un peu moins bien mais c'est la seule qu'ils connaîtront. Ça c'est un point sur lequel réfléchir. Donc admettons que vous ayez un super produit, Steve Jobs revient d'entre les morts et vous fait la pub, et en plus il vous paye 1 million de pubs sur TF1 chaque jour. Comment gagner de l'argent? Donc comment devenir comme le Picsou? Alors, les différents modèles. Donc on va les passer en revue, il y a la pub bien évidemment, tout le monde a essayé, entre guillemets. Les achats, l'achat direct, votre application est sur store. L'achat in-app avec le one-shot, vous pouvez acheter l'application une fois vous la téléchargez gratuitement, puis une version premium. Des différents items, abonnements, je détaillerai un peu après. Des choses auxquelles on pense moins, l'écosystème. Le meilleur exemple c'est le Kindle. Vous achetez pas les bouquins directement dessus, mais chez Amazon. Les fonds publics. Je ne fais pas 100%, mais on n'y pense pas assez, mais on est un pays étatiste, où l'État intervient beaucoup. Il vous prend des impôts, mais il réinjecte dans l'économie. Les partenariats, genre si vous avez une application liée au voyage, vous pouvez faire un partenariat avec une compagnie aérienne qui vous verse des sous chaque fois chaque fois qu'on prend un vol à partir de votre appli. Le rachat, Snapchat, ainsi de suite. Et l'auto-promo, ça peut être utile notamment pour les étudiants. Donc la pub, alors j'ai essayé de faire un truc sympa, mais c'est moche. L'avantage, ça coûte absolument rien au client, c'est l'avantage numéro 1. Quand vous mettez de la pub, le client n'a pas acheté l'appli. C'est relativement facile à mettre en place techniquement. On fera un petit point sur les pubs version Google. Des revenus réguliers. Si vous avez un nombre d'utilisateurs important, enfin même si vous n'en avez qu'un d'ailleurs, il cliquera régulièrement sur les pubs. Les moins. L'expérience utilisateur. Personne n'aime les pubs. Si vous aimez les pubs, vous êtes une exception. L'interstitiel, c'est un des seuls moyens qui marche. Peut-être en parler juste après. Oui, il faut donc bien gérer pour bien gagner. La bande en bas, tout le monde a essayé, ça rapporte quasiment rien. Sur une de mes applis, j'ai eu 3000 téléchargements, ça m'a rapporté environ 1,50 €. Sur la durée? Ouais. Ah. Tu m'as dit qu'on pouvait améliorer ça, donc je peux espérer 3 €. L'achat direct. L'avantage, pas d'implémentation. Vous uploadez sur l'App Store, point. C'est clair, net, précis. Bonjour, cette appli elle a 1,99 €. Je ne pose pas 10 000 questions. Vous n'avez pas besoin de fidéliser l'utilisateur. Par exemple, la pub, ça marche que tant que les gens reviennent sur votre application et cliquent dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une mauvaise application, mais une fois qu'elle a acheté, vous n'avez pas besoin de vous poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire pour que la personne qui l'a acheté revienne régulièrement dessus. C'est un one-shot. Le mec, il l'a acheté, vous sortez une appli, vous avez 10 000 téléchargements aujourd'hui, les 10 000 personnes ne vont pas vous la racheter l'année prochaine. Alors après, ça explique les FIFA 14, 15, 16... C'est brut de décoffrage quand même. Vous allez sur le store, bam, 1,99 €. Je sais qu'on aime bien en général plutôt tester les applis. Là, c'est un peu tu viens ou tu viens pas. Le piratage, comme toujours. Et ça peut nécessiter, vu que c'est brut de décoffrage, une version démo pour faire tester l'app. Alors donc vous faites une version démo, vous faites une version payante. Alors pour la programmation, il faut gérer les deux. Ensuite, sur le store, ça fait 2 produits différents. Quelquefois, ça fait des déceptions, genre 500 000 versions gratuites, 10 achetées. C'est pas top.
L'achat in-app, la même chose, mais cette fois, on a une version gratuite directe. Et dedans, on peut prendre une version premium. Alors là, c'est bien, vous n'avez qu'une version à gérer, vous, quand vous programmez. Vous n'avez qu'une version sur le store. Donc même si vous n'avez vendu que 10, il y a 500 000 ventes. Enfin, 500 000 téléchargements, pardon. C'est pas mal. Par contre, des mois, il y en a pas mal. Alors l'implémentation, je vais en parler, c'est assez rigolo. C'est one shot aussi. Une fois qu'on est passé en premium, FIFA 15, 16, 17, ainsi de suite. Le piratage, toujours. Ensuite, les items. L'exemple des items, c'est par exemple dans un jeu de rôle, pouvoir acheter des potions, ou un nouveau bikini pour votre chevalier en armure de plate, ou à Candy Crush, pour acheter des crédits pour pouvoir rejouer. Donc, revenus potentiellement très importants. Candy Crush. Les moins. Alors, l'implémentation, c'est de l'achat in-app, c'est toujours l'enfer. La mise en place, mine de rien, il faut réfléchir à son business model pour que les gens veuillent revenir régulièrement vous acheter des choses. Si vous faites un jeu de rôle, ça peut venir naturellement. Si vous avez une application qui fait la gestion mémoire et processeur en temps réel, c'est un peu plus compliqué. Tu veux savoir combien fait ton processeur? Bah, ajoute un crédit. L'effet baleine, ça c'est un effet éthique. Ces produits-là, c'est grosso modo 2% des gens qui achètent beaucoup. On a régulièrement des exemples de gens qui achètent pour 20 000 € de matériel. Quand ils sont au Qatar, c'est pas gênant, mais si on se dit que c'est un gars qui est tout seul chez lui, on peut être un peu gêné aux entendus de faire un peu comme ça. Le piratage. L'abonnement. Alors, c'est le truc, c'est qui en ce moment? Le revenu régulier sur le long terme. C'est un abonnement mensuel. S'il y a 10 000 personnes qui vous l'ont pris, tous les mois, poum! Donc potentiellement très rémunérateur. L'implémentation, parce que c'est la chaîne Google, c'est peu reconnu. Je connais assez peu d'applications qui le font. Est-ce qu'il y en a qui connaissent bien des applis qui... Est-ce qu'il y en a qui ont une application avec abonnement? Spotify. Fantastique, ils sont. C'est pas l'abonnement in-app. Ouais, c'est pas l'abonnement in-app, mais on est un point entre les deux. Ouais. T'as des Netflix éventuellement. magazines, t'as des magazines aussi qui font des ça. Magazines. Je sais que Canard PC par exemple, ils font ça. Ah oui. Et WhatsApp à l'année aussi. WhatsApp qui était gratuit la première année, et puis après ils demandaient 1 € l'année suivante. Ah oui. Je suis trop vieux pour ça. Les revenus sont décalés. Le classique de Netflix, on se pose des questions en ce moment. Tout le monde l'a pris, mais c'est 1 mois gratuit. Il va falloir attendre 2 ou 3 mois pour savoir comment ça marche. Notamment si vous êtes développeur, vous êtes un peu juste, vous faites votre appli, le premier mois ne vous rapportera rien si vous faites des revenus, si vous faites une version d'appli. Et la fidélisation, le gars vous l'achète, d'accord, il va payer tous les mois, il y a peut-être un moment, il va en avoir marre. Il faut peut-être essayer de réfléchir à une application sur le long terme. Il faut réfléchir à pas mal de choses. Et le pirate. Alors l'écosystème, donc ça peut être par exemple Canard PC, aucun coût client pour l'appli. Par exemple si quelqu'un qui a un abonnement directement, votre appli ça peut être un plus. Pas de frais Google, on en parlera, Google prend 30%. Là ils ne vous les prennent pas. Les moins c'est intégrer l'app dans l'écosystème. Si vous êtes développeur indépendant, alors si vous l'avez déjà l'écosystème ça peut être simple, mais il faut réfléchir à comment faire venir les gars sur l'app, ainsi de suite. Comment est-ce qu'ils vont aller télécharger le truc? Oui. J'ai pas compris, c'est quoi un écosystème en fait? Bah, tu as un écosystème genre Kindle. Ok. Donc tu as ton compte Amazon, ainsi de suite. Tu as le site Amazon où tu fais tous tes achats. D'accord. Et là, en fait, c'est qu'une partie de ton écosystème qui contient le site, ainsi de suite. Donc c'est super rare en fait, non? Bah, moi, j'en connais pas 10 millions d'exemples, mais quand je vais demander, j'en vais en avoir 30. Vous en connaissez? Mon exemple, ça peut s'appliquer à ça. Alors, c'est quoi ton exemple? Vas-y. Tu n'as pas de longtemps, mais vas-y, sois jeune. Société Tactique 3D, il faut des applications pour le sport qui sont multiplateformes et qui permettent de visionner un contenu sur plusieurs systèmes. C'est déjà une grosse boîte pour la base. Non, du tout, non. Non, non. Donc, ça peut s'appliquer. Et tu avais rajouté les apps après? Oui, au fur et à mesure. D'accord. Alors, remarque l'intégration de l'écosystème Android. Donc, il y a Ça pose plein de problèmes parce que, par exemple, Apple n'en veut pas de ça. Nous, on a un service qu'on vend qui est... Ouais, non, mais bon, oui. C'est tout à fait exact. L'abonnement sur Apple, ça se fait pas, je savais pas. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'on a un abonnement qui est multi-plateforme Ouais. et qu'on s'est fait jeter par Apple parce qu'il est multi-plateforme. Ils sont assez particuliers, Apple. J'ai un camarade, personne n'est parfait, j'ai un ami qui développe sur Apple. Notamment les mises à jour, ça peut être, c'est souvent embêtant sur la mise à jour, aller sur l'App Store. 20 minutes. 20 minutes, oui, alors on va aller un peu vite. Alors intégrer dans l'écosystème, c'est un peu embêtant, et dans l'écosystème Android aussi. Sur l'écosystème Android, les gars, les gens ont, j'espère pour vous, déjà acheté sur l'écosystème Android, et c'est naturel, il suffit d'appuyer sur un bouton, il y a déjà toutes les coordonnées, votre nom, votre prénom, votre compte en banque qui sont intégrés. Ça, vous l'avez plus.
À l'inverse, il faut faire votre truc sur l'écosystème, par exemple avec PayPal. Ça peut être embêtant. Le gars, il va prendre vos tapes et puis d'un coup, vous lui dites, bah écoutez, ça vous intéresse? Ok, prenez un abonnement. Là, il va sur le site web qui n'est pas toujours très bien fait sur mobile. Il faut qu'il fasse les trucs, donc ça peut être un peu embêtant. Donc c'est les avantages et les inconvénients. Il peut y avoir d'autres frais. Vous économisez les frais Google, mais vous pouvez en avoir d'autres. Je sais que PayPal n'est pas très très cher, mais il faut avoir des frais de serveur, ainsi de suite. L'avantage avec Google, c'est que c'est 30%, mais vous avez quasiment tout dedans. Les fonds publics, alors c'est un truc auquel on ne pense pas toujours. Mais ils font des prêts à 0%. Si vous êtes une boîte à 5 ou 6, ça peut être utile. Vous devez acheter du matériel, ou des locaux, ainsi de suite. Ce sont des prêts d'honneur. Ils donnent des subventions. Alors je ne sais pas comment c'est chez vous à Toulouse, mais nous à Bordeaux en ce moment, on est à fond dans le numérique. Vous dites mobilité, open source, ainsi de suite, vous avez des chances d'avoir des subventions. Il faut remplir des dossiers. Mais tu vas le voir dans les mois. Il n'y a pas d'implémentation. Alors là, vous n'avez rien à coder. Hein. Enfin, si le mec vous demande de coder, c'est mauvais signe. Par contre, les moins, attention. Alors ça ne vous fait pas tous les coups. Il ne va pas vous dire, ok, je vous donne 1 million, puis on voit. Puis vous ne remboursez jamais. En général, ils disent, ok, alors vous mettez 50 000 euros, et puis nous, si vous mettez 50 000 euros, on va payer 20 000. Enfin, c'est toujours ça le prix. Les portes d'entrée. Alors, sur les sites, nous à Bordeaux, vous allez sur le site de la région, il y a plein d'informations, mais il faut quand même connaître les personnes pour savoir comment entrer. Alors, je ne dis pas qu'on arrive avec un petit billet de 20 euros, hein, mais les gens sont tellement pris par les demandes qu'en général le tri ça se fait plus simplement, tout simplement parce qu'ils connaissent les gens, parce que les gens s'occupent d'une asso, les gens sont déjà bien impliqués dans la vie locale, ainsi de suite. Enfin, peut-être que si vous frappez à la porte en disant je ne comprends pas pourquoi vous ne me répondez pas, ça marche. Il y a un dossier à monter. Si on n'est pas dans le métier, c'est une quinzaine de pages où on a un business plan, ça peut être un peu compliqué si on est en deuxième année d'école d'ingénieur et que on a déjà d'autres chats à fouetter. Mais c'est pas non plus la fin du monde. À Bordeaux, il y a des gens qui savent accompagner les gens qui montent un dossier. Je pense que sur Toulouse, ça doit se trouver aussi. Mais c'est les chambres de commerce qui accompagnent ou enfin, Alors nous, c'est la région principalement, la Cube, les chambres de commerce, d'après ce que me disent les copains. Alors, vous me direz comment c'est à Toulouse, mais quand on va les voir, ils nous reçoivent très poliment pendant 2 heures et ils nous disent qu'ils peuvent nous aider pour pas cher. Ils ont des formations, c'est sûr. Oui. Le problème aussi, c'est qu'il y a souvent des grosses boîtes, les grosses SS2I qui répondent à ces marges de. Alors c'est les spécialistes. Mais petit à petit, justement, les régions en ont un peu marre d'avoir toujours les mêmes SS2I qui arrivent et qui disent « Bonjour, je viens chercher mes 500 000 euros. » Parce que tu vois, moi je développe l'économie. Et dans les mois, là, il n'y avait pas le délai de paiement? Je l'ai oublié. Le délai... Alors ça dépend. Sur les subventions Bordeaux, je connais quelqu'un qui, pour son entreprise, a fait une demande en septembre et qui aura les fonds en décembre. Par contre, il y a un système de crédit d'impôt. Alors là, c'est très rigolo. Grosso modo, on rembourse 2 ans après. C'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Et c'est pas vraiment long. Ah. Non plus. Ça m'a même été très rapide. Hein, pour les crédits d'impôt. Ouais. Ah ben ça, il faudra qu'on en parle, parce qu'à Bordeaux, tout le monde enchaîne là-dessus. Mais c'est après, sinon, oui, les fonds publics, les cycles sont longs. Les quoi. cycles sont, ouais. Enfin, en tout cas, quand on est dans l'état d'esprit, si on est développeur indépendant, qu'on n'a pas d'habitude de travailler avec les collectivités locales, c'est pas, on rencontre le mec le matin, il renvoie le dossier l'après-midi en disant t'as fait 3 fois d'orthographe, et le lendemain on est payé. C'est souvent merci, on vous rappelle, t'attends 3 semaines, ensuite le dossier passe, 4 commissions, ceci, cela, ensuite c'est validé, ensuite c'est pas passé à la paye, ainsi de suite. Ça va être un peu compliqué. Mais c'est un coup à prendre. C'est une chose auquel on ne réfléchit jamais, donc essayez de regarder. Le partenariat, là c'est typiquement, vous avez une appli qui fait par exemple du conseil, je sais pas moi, les bons plans sur New York, contactez Air France pour proposer des ristournes sur leur vol et ils vous donnent une commission chaque fois. Aucun coût client, les mecs c'est gratuit pour eux. Vous, il n'y a pas d'implémentation, ça je ne l'ai pas dit. Il faut trouver les partenaires. Air France doit avoir souvent des gens qui les appellent pour proposer des deals. Et ça peut être vécu comme de la pub déguisée. Genre on peut se dire, leurs bons plans, est-ce qu'ils ne sont pas influencés par leurs partenaires, ainsi de suite. Le rachat, je l'ai mis, ça peut compter. C'est Snapchat qui a été racheté, Snapchat, ainsi de suite, les mecs rachetaient 1 milliard. J'ai une question par rapport Oui. au slide précédent. Là. Sur les partenaires et les pubs déguisées. Ouais. Parce que si on fait une application dans laquelle on fait de la pub pour une société X, Ouais. est-ce que Google ne râle pas parce que ça lui enlève des revenus qui passent par AdMob ou autre? Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si Parce qu'Apple, c'est non. Alors, je sais que Apple, en général, quand on leur présente une application, ils vérifient à la main avant qu'elle soit sur le marché. Google, je sais pas exactement.
C'est marqué dans les trucs. J'ai un copain à tester, et des fois c'est des robots et des fois c'est des gens. Alors, moi j'ai un copain, c'est toujours des gens qui se sont tombés dessus 2 semaines après. Il y a eu 2 validations, la troisième c'est pas passé, on pense que c'est des validations robots. D'accord. Alors, pour le dire différemment, ce que j'ai, l'impression que j'ai en discutant avec les gens, mais ça sert à ça, c'est bien, parce qu'on avait dit qu'on échangerait. C'était que sur Apple, je connais pas mal de gens, chaque fois que je discute avec des développeurs Apple, ils me disent, moi, qui sont fait retoquer une fois par quelqu'un qui leur a bloqué le truc, il fallait appeler pour dire bonjour, j'ai eu un souci. Alors d'après ce que j'ai compris, sur Android, c'est assez rare et c'est fait automatiquement. Enfin déjà, je pense pas qu'il y a, que ce soit fait avant la publication. Ils font quasiment que des tests malware en fait. Et c'est tout automatisé. Enfin, l'expérience, c'est tu mets ton appli, la première fois que tu uploads ton appli, 2 heures après, grosso modo, tu l'as sur le market. Sur Apple, il faut attendre plusieurs jours, quelquefois une semaine. Et c'est vrai qu'ils sont, genre, à un moment, il y a pas mal de monde qui faisait des applis assez faciles, c'était juste une coquille vide avec une page HTML. Sur Android, ça passait comme la lettre à la poste, Apple, il bloquait ça dès le début. Donc le rachat, alors là c'est vraiment genre, vous misez sur le fait que vous allez vous faire acheter 1 milliard. Ça coûte rien au client. Mais il faut Pour l'instant. des génial quand même. Hein. Ah bah toujours. Ah oui, tu avais déjà des génial. Oui, aucune implémentation, bah, vous n'avez pas de truc spécial à faire, hein. Et puis le milliard. Bon, si c'est 50 millions, on est poli. Hein. Bon, bien évidemment, enfin c'est difficile de faire de l'économie là-dessus, mais je sais qu'il y a des boîtes qui comptent là-dessus. Même dans l'économie d'avance, Cdiscount à l'origine avait été créé pour durer 6 mois pour être vendu rapidement. Ça a bien marché, pas de chance pour eux, ils ont continué. Donc les défauts, ça nécessite un nombre énorme d'utilisateurs réguliers, hein. On ne va pas vous racheter 1 milliard parce que papa l'a téléchargé. Hein. Il faut des millions d'utilisateurs, et puis c'est une énorme loterie. Hein. Donc là c'était quasiment un point d'humour. L'autopromo, c'est bien pour votre ego. C'est genre, je suis étudiant, je sors de l'école, et plutôt que de faire un CV d'une page en disant qu'on a fait un stage sympa, c'est quand le gars dit que vous savez développer sur Android, téléchargez mon application. Alors là aussi, il vaut mieux qu'elle soit bonne. Alors on ne vous en voudra pas trop si le design n'est pas top si vous êtes développeur, ou inversement s'il n'y a pas beaucoup de contenu si vous êtes designer, mais il faut quand même qu'elle soit bonne. Il n'y a aucune implémentation pour la pub ou tout ça, ça c'est bien, il suffit que ce soit une bonne app. Pas besoin d'avoir 10 millions d'utilisateurs, ça fait toujours mieux. Hein. Bonjour, je suis développeur, vous avez combien d'utilisateurs? 10 millions. On va vous prendre cher. Les moins, l'application ne vous rapportera pas grand-chose. Et voilà. On a combien de temps? Moi j'ai 20 minutes à peu près. Il reste 27. Il te reste au moins 20 minutes. Vas-y, prends. Un point aussi. Donc, rappel, sur les achats, c'est annuel de 2 heures après. Ça a changé. Avant c'était un quart d'heure, donc il fallait vraiment... Et encore avant c'était 48 heures. Voilà, et maintenant c'est 2 heures. On utilise une trentaine d'applications à la fois, alors c'est mélangé Android et Apple. C'est AppMax qui fait ça, c'est une boîte qui fait des points de fidélisation sur mobile, sur Bordeaux. Qui a sorti ça il n'y a pas longtemps, ces informations. Et 90% ça s'applique. Les applications sont supprimées dans les 90 jours. Ah ouais. Alors quand on parle pub, quand je parle abonnement, de la fidélisation, ainsi de suite, c'est un peu ennuyeux. À la limite, là, si vous faites de la vente pure et dure, tant pis si 90% des gens le désinstallent, ils vous l'ont acheté. Et tant pis s'ils les installent, si vous l'avez vendu à Facebook à 1 milliard, c'est pas bon. Oui. Il y a un peu plus de précision sur ces 90%, ou est-ce que c'est particulièrement les jeux, ou vraiment... J'ai recopié tel quel. C'est le genre de truc qui est assez difficile à trouver. Alors quand tu fais Google, tu trouves des trucs, mais alors tu trouves une étude, en français très peu, en anglais tu trouves une étude de 2010 qui est sur un bout de marché, genre sur le marché de jeux vidéo, ou sur le marché de la pub, ainsi de suite. Mais avoir un truc qui dit 90% des applis sont supprimées dans 90 jours, pour les jeux c'est tant, pour les trucs gratuits c'est tant, j'ai eu du mal à trouver. Si quelqu'un a, je le prends. Bordeaux vous remerciera chaleureusement un coup de rouge. Autre point. Vous pouvez bien évidemment mixer les modèles. Une version gratuite avec de la pub, vous rajoutez du premium, dans le premium vous pouvez rajouter un partenariat, ainsi de suite. Bon, faut pas trop tous les mettre non plus. Rien ne vous empêche, quel que soit le modèle, de demander des subventions. Si Snapchat vous rachète 1 milliard, vous pouvez être poli et dire ok, j'ai un autre modèle économique, mais je dis oui. Ce genre de choses. Il y a des temporalités spécifiques, ce qu'on disait. Sur certaines applis, les jeux, ça peut être utilisé plus longtemps que d'autres. Les modèles influencent aussi la temporalité. Celles qui sont basées sur la pub, par exemple, et celles qui sont basées sur les abonnements, il faut que les gens reviennent régulièrement dessus. Les achats one-shot, c'est moins important. L'autopromotion, par exemple, quand on est étudiant,
c'est pas très important si pas grand monde le télécharge maintenant. L'important, c'est qu'il soit toujours intéressant. Donc là, il faut réfléchir. J'aurais voulu passer un peu plus de temps pour vous faire des jolies courbes sur les modèles. Je pense que j'aurais passé 3-4 jours supplémentaires pour regrouper tous les trucs. Et il y aurait une chance sur deux que quelqu'un dise non, non, ça c'est faux, j'ai une meilleure info. Bon, maintenant qu'on a dit ça, les sous-sous dans la poche. Alors, il va falloir juste la souris. Est-ce que ça a marché? Rien du pire. Non, non, vous inquiétez pas, c'est sur le mauvais truc. Ah là là. On va y arriver, on va y arriver. Ça pique les yeux. Voilà. Est-ce que les gens du fond arrivent à lire? Non. Pas du tout? Du bleu et du rouge. Alors en plus, normalement, je voulais qu'on joue avec, mais on n'a pas trop le temps. J'essaierai de le partager sur le net. Je pourrais jouer, je me suis pris la tête dessus. On va essayer de faire vite. Alors, je suis parti d'une idée, on veut gagner 2000 € net par mois. Ce qui est à peu près le salaire moyen d'un développeur en France, dans 35 000 €. Oui, je sais que pour beaucoup, ça fait, c'est pas mal, mais il compte Paris, donc ça fait 24 000 net. Alors, il y a des cotisations là-dessus. Cotisations, ça va faire à peu près 8 000 €. Alors, les cotisations, je considérais que c'était 25% sur votre chiffre d'affaires. Donc on est à l'envers. Le chiffre d'affaires, il est ici. Alors les cotisations, c'est quoi? C'est l'assurance chômage. C'est la retraite, maladie, vos congés payés et autres cotisations. Alors il y a un vocabulaire qui dit que c'est des charges, moi j'appelle ça des cotisations. Alors soit votre entreprise vous incite, vous oblige à les suivre, soit vous êtes étudiant, vous mettez un peu d'argent de côté pour les jours un peu plus difficiles. Je suis parti de 25%. Je sais qu'il y a des gens qui iront, il est où le truc? Ici, parce que c'est configurable et qui mettront 0%. Vous pourrez le faire, mais sur toute une vie, ça ne vaut pas le coup. Ensuite, les charges. Alors, sur les charges, je compte les charges classiques, location de locaux, achat de matériel, je vais à Toulouse acheter du rouge pour méga du TOG, ce genre de choses. C'est aux alentours de 10% en général, alors c'est variable. Ce qui est bien, c'est que vous pourrez jouer avec quand vous aurez le lien, pour voir l'impact que ça a. Parce qu'en général, quand on crée une entreprise, on regarde que ça au début. Genre, combien ça m'enlève de charge? Si je passe à 24%, je vais faire des économies. Au lieu de me mettre 10, je mets 7,4, ainsi de suite. Ça n'impacte pas des masses. Le CANet, donc on est aux alentours de 35 556. Revenu, Google va prendre 30% de revenus sur votre CA net. Donc ça fait aux alentours de 13 867 €. La TVA, j'ai une faute de frappe quelque part. Je me suis planté en faisant le malin. Alors la TVA, c'est rigolo. Je me suis pris la tête avec mon entreprise. Vous payez les gens qui achètent votre application. Par exemple, 1,99 € paye 20% de TVA s'ils sont en Europe. Un japonais, c'est du net. Les autres, vous prenez la TVA. Le système actuel vous fait un, qui est nul, vous envoie un CSV avec une ligne par personne. En théorie, il faudrait faire une facture par personne pour votre comptabilité. En plus, quand tu fais 300 ventes à 1,99 €, tu as bien la haine de faire un peu. Par contre, tu peux dire que tu as 2% de ton CA au Japon. Ça, c'est la classe. Si vous faites les 300 ventes, c'est pas beaucoup. Je sais pas pourquoi j'ai 6 ventes au Japon. Le CA brut, 52 000 et quelques. Nombre de ventes. Alors, j'ai fait mes calculs en me basant sur 1,99 € la vente. 26 480, donc aux alentours de 25 000. On part sur un salaire moyen, donc il faut vendre 25 000 à peu près à prix dans l'année. J'ai pas eu le temps d'en parler, mais en plus il y a des effets de seuil avec l'histoire de Facebook, la chocolatine. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui vendent 25 000 applications. Soit tu en vends une dizaine à tes parents, tes copains, soit ça marche. Les gens aiment ça, les blogs en parlent, donc les gens en rachètent, ainsi de suite. Et donc tu passes tout de suite à 50 000, ainsi de suite. J'ai pas non plus là, j'aurais bien aimé trouver les seuils, mais c'est... Ouais, c'est pas les seuils, mais ça se trouve. Il y a effectivement, c'est 95% des revenus, je crois, sont trustés par 5 ou 10% des applications. Voilà. Ça, c'est pour l'inapproche. Non, c'est pour l'ensemble, moins pour la pub, mais pour tout ce qui est dépenses d'argent, ouais, enfin achat, in-app, abonnement, tout ça, c'est les mêmes qui trustent tout. Quoi. Donc, grosso modo, pour avoir ça, bah, il y a peu de chances que vous fassiez ça, donc soit vous ferez 10 fois plus, donc bon, il faudra embaucher des gens, ce genre de problème de riches, pas trop d'argent. Ou alors vous ferez un peu moins, il faudra faire du conseil, tout ça. Le nombre d'abonnements, c'est aux alentours de 9 000. Alors j'ai pris un abonnement à 49 centimes par mois, pour donner un ordre d'idée. Vous pouvez jouer avec aussi. Hein.
mais c'est pour donner un ordre d'idée. Utilisateur actif en pub, alors j'ai pris des chiffres. La pub, c'est toujours marrant, dès que tu fais pub mobile, tu as 5 pages, 10 définitions, le PCM, le schmurz, le machin, et savoir à peu près combien ça te rapporte par utilisateur. Que je demande à Julien, alors un chiffre à peu près, avec un gros pifomètre. Utilisateur actif, c'est 0,05 € par mois. Utilisateur actif. C'est-à-dire des mecs qui utilisent votre application régulièrement. Donc ça fait à peu près 60 000 utilisateurs. Actifs, pas nombre de... Alors par exemple, 26 000 ventes, vous pouvez avoir plus personne qui l'utilise. C'était vendu. Ça, c'est bien, vous avez 60 000 personnes qui l'utilisent quasiment tous les jours. Combien tu comptes d'écrans par jour? J'ai pris tes chiffres. Au moins un affichage. Ouais, on est passé, tu m'avais dit 2 bannières en bas et un interstitiel. C'est ça. Alors c'est des chiffres qui sont variables. Alors, genre sur des jeux, ça marche assez naturellement entre les tableaux. Sur un truc processeur, c'est un peu plus compliqué par exemple. Ouais, mais en même temps, le jeu vidéo, comme tu es sur un tableau, les gens vont pas forcément cliquer. Et comme tu as des revenus au clic, c'est pas forcément Les super mecs le font rentable. les tableaux, donc il faut faire plein de petits tableaux. Enfin, mais ça, de toute façon, votre modèle économique va influencer votre appli. Donc ça, c'est dans un sens. Dans un autre sens, j'ai pris le fameux truc aux alentours de 3 000 € par appli de tout à l'heure, là. Le revenu moyen. Vous savez, par appli. Donc, alors là, on fait dans l'autre sens. C'est plus naturel pour les comptes. Là, je me suis pris la tête pour les calculs. La TVA, j'ai une faute de frappe, mais c'est pas grave. Donc, grosso modo, vous allez arriver à 113 € net par mois. C'est pas beaucoup. Le chiffre le plus intéressant, c'est celui-là. Le rapport entre le CA brut et le revenu net. 2,2 grosso modo. Si vous lancez l'aventure, vous dites combien je dois gagner ou combien je dois faire de chiffre d'affaires. Si vous faites 50 000 € de chiffre d'affaires par an, ça vous fera gagner grosso modo sur déclaration, enfin, sur l'argent à la banque à la fin, 25 000 €. À peu près. Alors là, au début, vous vous amuserez avec tous ces chiffres. Ça ira grosso modo. Alors si vous mettez tout à zéro, genre je vais en Irlande pour parler de la TVA, Google, je ruse, je ne paye pas de cotisation, tant pis, je mourrai sans retraite. 0, vous arrivez à 1,5. Mais c'est l'ordre d'idée. D'où l'importance, quand tu dis les revenus, au final, ils sont quasiment tous hors France, d'avoir une appli qui est dès le début écrite en anglais. Et avoir en petite cerise sur le gâteau le français, mais une appli 100% en français, sans avoir de multilangue, on sort 95% du potentiel de revenus, quoi. Oui, c'est bien de commencer sur une version anglaise, version française. Moi, quand j'ai fait ma première appli, donc c'est un truc sur processeur et mémoire, je me suis dit, je vais faire qu'en anglais. J'ai mis sur Android, première marque, pourquoi c'est pas en français? Ouais. Bon, la traduction était relativement simple, mais il a fallu que je le fasse. Ouais, mais t'as pas la même demande avec les Allemands et tout comme ça, là ils savent que t'étais français. C'est un Android, ça m'a amené beaucoup de clients français, quelques clients. Voilà. Mais c'est un petit jeune qui veut Ah, ouais. un jeune. Est-ce qu'on peut combiner plusieurs modes de revenus? C'est-à-dire qu'en même temps faire avec les ventes totales et en même temps faire aussi avec des utilisateurs actifs? Sur ce tableau Excel, quand tu l'auras modifié, oui. Et en vrai, oui. Là, en général, tu fais une version gratuite avec un peu de pub, en espérant gagner des centaines d'euros, 3 €. Tu fais une version premium. Mais il faut. Vous voyez, ça vous change quand même la version pub. Ce qu'on disait en jeu vidéo, par exemple, il faut plutôt penser des petits tableaux, parce que tu as une pub d'interstitiel, c'est celle qui marche le mieux, entre chaque tableau. Tu fais civilisation, où tu as un énorme tableau pendant 50 heures de jeu, tu es un peu gêné. Ou alors, il faut que ce soit logique. Après, tu peux balancer des pubs dans l'interstitiel, mais ça dérange l'utilisateur. Bref, vous pourrez vous amuser avec ça. Il me reste 5 minutes pour faire la moitié des slides. Allez, c'est nickel. Les chauds. Oh, les chauds bouillants. Comment je reviens là-dessus? Oui. Alléluia. Alors, le meilleur prix. Parce que souvent, quand on demande, c'est quoi le meilleur prix? Il n'y en a pas. Ça se saurait. Alors, il y a des recettes, mais il y a des pistes. Vos revenus. Je veux gagner tant d'euros par an, déjà, je vais savoir que si j'en vends tant, si je vais faire tant de CA, avec mon tableau Excel que j'ai corrigé, ça fait à peu près ça, mon appli. Le prix du marché. Les applis, c'est aux alentours d'1,99 € en général. Il y a des variations. Par exemple, si vous faites vos revenus, vous arrivez avec un nombre d'applis à 11,99 €, il va falloir réfléchir. Le point de vue consommateur. J'ai fait une open bêta, non, une close bêta de ma version de System Coach, mon truc avec le CPU et la mémoire, avec la Shine App, tout ça, 1,99 €, et je demande aux copains du blog de le tester. Bon, bah, il y en a 2-3 qui l'ont essayé, puis il y en a un qui m'a dit non, non, moi je l'ai piraté, 1,99 € une app, c'est trop cher. Alors le gars me connaît. 2 €.
Et il me dit qu'il pirate, mais détendu. Et le consommateur est comme ça. Surtout sur Android, moi je sais que quand je vois une app, je cherche toujours la version gratuite. Moi je vois une app sympa, même si à 1,99€, c'est pas grand chose. Hein. Toujours tendance à perdre la petite demi-heure, parce qu'il n'y en aurait pas une gratuite qui ferait à peu près la même chose, même si elle est moins bien, ainsi de suite. Donc faites attention. Un truc qui est complètement l'inverse, c'est moins c'est cher, moins c'est bien. Ça ne fait pas trop encore sur le monde du mobile, mais quand même, si vous commencez... Moi j'ai vu un jeu qui était à 0,69€. Pour un réflexe, il ne doit pas être top. Ils sont tous à 1,99€. Donc il faut toujours réfléchir à ça. Donc vous faites un best-of de ça, et puis vous arriverez à peu près à trouver un prix. Sinon, il y a une méthode, mais il faut demander aux utilisateurs, tu leur poses 4 questions, à quel prix c'est pas assez cher justement, à quel prix c'est raisonnable, ensuite à quel prix ça devient trop cher, à quel prix surtout tu n'envisageras pas Alors sur les questions, il faut savoir qui c'est qui répond. Parce qu'en général, quand tu commences, moi dans mon cas, je demande aux copains, et les copains ont tendance à être sympas. Bon, sauf lui avec le piratage, mais... ensuite, le problème, c'est que comme quand tu demandes aux gens qu'est-ce que vous achetez comme voiture, ils vont tous te dire j'ai pris une petite économique. Quand tu regardes dans la rue tous les 4x4 qui s'achètent, entre ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est un peu compliqué. Mais ça peut être un élément, c'est déjà pour avoir une idée. Genre, si les gens disent au minimum je mets 10 centimes et maximum 15 centimes, c'était parti sur 3 €, c'est un peu barré. Moins c'est cher, après ça dépend, moins c'est cher, et ça dépend de l'application, c'est que si ça demande un peu d'effort de l'utiliser, ou un truc un peu technique, pas du tout jeu vidéo, le fait que ça soit pas cher du tout, ça va pas inciter les gens à se servir du logiciel. En plus, moins c'est cher, moins l'utiliser. Donc il y a des effets comme ça assez impressionnants. J'avais une remarque hyper intéressante. Moins c'est cher et moins les gens en plus relisent la description du produit. Hein. Oui. Alors, voire pas du tout. Hein. J'ai vu des gens qui ont dit nous maintenant on fait qu'une version payante directement sur Google Play. Point. Ça nous évite tous les gens qui ont la version premium qui nous disent, enfin la version gratuite, disent ouais mais c'est pas si bien, il faudrait faire ci, faire ça, ça me fait des bugs. Ils n'ont qu'une version payante qui gère. Point. Captain Train a fait un point là-dessus sur le fait que c'est un peu différent, mais sur eux ils demandent un login, un mot de passe tout de suite. Donc genre on se squeeze certes une partie des utilisateurs, mais on a une base d'utilisateurs qui est saine. Les charges, donc Google c'est 30%. Alors vous vendez 1 €, 1,20 €, 20% de TVA si c'est en Europe, 1 €, ils prennent 30 centimes, 70 centimes dans votre poche. Alors c'est cher, c'est pas cher, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage numéro 1 c'est que c'est totalement intégré dans les produits Google. La TVA elle est sur les 70 ou sur les 100%? Sur les... Non, sur le prix de vente, tu vends 1,20 €. Donc, il t'en reste 50. Donc il te reste 1 € parce que c'est en fait la TVA c'est ton euro fois 1,20%. Non mais c'est marrant, on pourrait faire une soirée comptable, on s'éclaterait comme ça. Alors Google 30%, vous pouvez enchaîner, mais c'est pas le seul coût, charge cotisation, on en a parlé avant. Vous avez vos coûts perso, vous avez différentes charges pour votre entreprise, des cotisations pour l'avenir. Ne focalisez pas là-dessus. Surtout, je vous conseille, je vous souhaite, vous faites votre appli, au début elle a 30% chez Google, et un jour vous prenez 3 tueurs qui viennent de Las Vegas, vous les payez 10 000 €, vous en foutez, vous gagnez 50 000 € par jour, et vous faites un truc aux petits oignons avec un truc moins cher, ainsi de suite. Payé en Irlande parce que vous êtes des rapias, et vous ne pouvez pas payer à des... Mais au début, je ne pense pas que ce soit le plus important de focaliser là-dessus. On revient sur les chiffres de tout à l'heure. Salaire moyen dev, alors j'ai fait à la truelle, c'est 25 000 ventes à 1,99 €, 9 000 abonnements à 49 centimes, 70 000 utilisateurs actifs. Tous les jours, 70 000 personnes qui viennent. Et dans un système où il y a l'interstitiel, ça marche bien. Deuxième chose à savoir, donc vous faites une super appli qui déchire sa race, sexy, et que tout le monde va acheter. Et deuxièmement, pour penser sous, c'est grosso modo 2 le chiffre. Alors vous ne serez pas au centime près ou au téléchargement près, ça vous permet quand même d'avoir une idée entre votre CA et vos revenus. On va pas avoir beaucoup de temps, mais... Ah oui, il me reste à peu près 30 secondes. Bon, on va mettre les mains dans le cambouis. Donc les solutions Google, AdWords et In-App Billing. Donc AdWords c'est la pub et In-App Billing c'est l'achat in-app. Donc AdWords, qui c'est qui programme pas du tout ici? Il y a des vendeurs. Oui, normalement tu as des développeurs. Ok, on est entre nous, on y va. Donc c'est la solution Google pour la pub. C'est pas la seule, il y en a d'autres. Chaque fois que j'en parle à quelqu'un, il me dit moi j'ai trouvé un truc génial, c'est fait par des Indiens, ainsi de suite.
J'avoue que j'ai pas fouillé, notamment parce que moi, par rapport à mes 2 applications, le modèle économique était... Voilà, j'ai fini, mais j'ai le droit de continuer. Il y en a d'autres, s'il y en a qui en ont une géniale ou qui ont d'autres expériences. Non, on en a plein. Il y avait AdMob, je crois, qui marchait bien. Je sais pas si ça- AdMob David AdMob, ouais. Ouais, mais AdMob, c'est. Alors, AdWords, attends, je peux te c'est faire Ad- une faute, là. C'est Je AdMob, pense que c'est AdMob. Ouais, c'est AdWords, c'est pour Google. AdWords, c'est les mots pour les mots-clés. Google. Désolé, C'est AdMob. on n'en voudrait pas. Non, mais après, C'est le décalage horaire. après, t'as tous les trucs de Régipub que t'as sur le net. C'est en XML ou Java? Après, t'as tous ceux des Régipub que t'as sur le net aussi, les trucs genre Smartad. Ouais. Il y en a une qui est... Est-ce que quelqu'un en 30 secondes qui m'expliquera après pour que je devienne millionnaire, enfin milliardaire, on a une qui lui plaît très bien, qui marche du feu de Dieu. Enfin, qui a l'air d'être au-dessus du lot. AdMob est au-dessus du lot. Ouais, parce qu'en plus, tu peux Mais brancher toi, notre canaux de Non, pub. non, c'est pas vrai. Voilà, c'est exactement. Tu peux brancher notre canal de pub dans AdMob. Il y a un de Ah chez oui, c'est Google vrai. qui est venu T'as venu expliquer ça, oui, ici, ouais. J'avais vu la... Il propose de revenir. Ils auraient Bon, ça, non. Non, mais on est super évangélisés. Donc pour ceux, parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas là, en fait, AdMob, il y a 2 technos. Il y a la techno de je définis un espace dans mon application sur lequel je vais afficher de la pub, et après la techno de quelle publicité je vais mettre dedans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la pub, AdMob, parce que la techno de l'affichage, bon, tu n'as pas besoin de 25. Ouais. Par contre, le canal qui va venir choisir quelle pub tu mets dedans, tu vas pouvoir utiliser autre chose que les trucs de Donc, Google. AdMob, Donc là, c'est intéressant. AdMob. Tu ouvres la fenêtre, entre guillemets, sur C'est ça. l'écran, et après, c'est toi qui tu peux décider que c'est Quelle un régie prestataire... plusieurs régies bien. publicitaires différentes. Exactement. lycée maintenant. Ça, c'est autorisé par Google. Ouais, en fait, il y a 5 millions de requêtes qui sont gratuites, et à partir de la une de plus, ils prennent il y a un Tu volume tiens à 2 jours, payer quoi. par rapport au nombre de requêtes qui sont générées. Mais avant de les dépasser, le contenu AdMob pur n'est pas compté dans ces 5 millions, évidemment. Alors, c'est en XML ou en Java? Vous savez, vous faites toutes vos TUI en XML, vous faites ça. C'est très bien. Bon, je déconne en fait, c'est en XML et Java ou Java. Ça a changé. À un moment, ça marchait bien en XML, et puis alors, du jour au lendemain, mon application, je la programme, et j'avais plus la pub. Et ils avaient prévenu personne, et il faut rajouter du Java pour que ça marche quand même. Avec une nouvelle version Google. Ouais, surtout que maintenant, c'est dans les Play Services. Ouais. Tu sais, c'est classique. Oh, dernier Google Play Services, tu le télécharges, tu l'installes. Ah, ça marche plus. Pourquoi? Ah oui. Et tu, Une demi-heure sur Google à faire des raquettes, et au bout d'un moment sur Stack Overflow, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais oui, regarde page 3. et surtout que si tu veux le déployer sur des téléphones qui n'ont pas les Play Services, du coup, c'est plus possible. En plus. Ça, c'est le vrai problème. Donc, pour la version XML Java, alors il faut un ID, donc il vous faut un compte AdMob. Alors que je l'avais bien noté. Alors donc il faut vous créer un compte AdMob, donc il faut un compte bancaire pour qui vous payez, ça peut prendre un peu de temps, enfin il faut donner une adresse physique je crois. Enfin, bon, c'est un peu de paperasse, c'est pas la fin du monde, tu perds 1 heure et puis le lendemain tu reviens et c'est rigolo. Les Google Services, mais d'après ce que j'ai compris, ils sont quand même bien répartis sur l'ensemble des mobiles utilisés. Il faut les télécharger. Ah non, là, c'est les dernières stats. Enfin, ça dépend des marchés que tu cibles. En France, oui, c'est 98%. Sur les téléphones chinois. Dans le monde, c'est 2 tiers. D'accord. Non, c'est dû à ce que c'est Google qui choisit de dire ton téléphone il a le droit ou ton téléphone il a pas le droit, et les vieux trucs chinois produits dans un coin, Google dit non. Non, Mais même pas, c'est des choix stratégiques. J'ai un téléviseur, Google n'est pas aussi bien implémenté en Chine, par exemple, et donc J'ai un téléviseur chinois. il y a et plein de constructeurs. je l'ai commandé en Chine et t'as pas les Google Play dessus. Il a fallu que je les installe à la main, ça m'a pris 4 C'est ça. Non, parce qu'en Chine, Google n'a pas une part de marché suffisante pour que les utilisateurs le demandent. C'est pas un Je crois argument que c'est un peu commercial. compliqué, ouais. Je crois que les... À partir du moment où t'as un store concurrent qui est assez bien installé. Donc ceux qui pensaient faire de la pub avec Google sur leur marché chinois, vous êtes dans la merde. Alors, vous pouvez passer par le manifeste, bien évidemment, votre layout en XML. Là, je parle pour la version que XML. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait en pur Java ici. Moi, je ne me suis pas amusé. Votre main activity. Bon, alors je le fais rapide. Donc, il faut rajouter des permissions pour que le mec puisse se connecter à Internet pour aller chercher la pub. Ça se tient. Et dans votre activité, alors avant, ce n'était pas le cas, je crois. Il faut rajouter une activité qui est consacrée entièrement à la pub. Moi, ça ne m'a pas dérangé pour mon app, mais pour certains, ça peut être assez rigolo. Et oui, moi aussi j'ai froncé du sourcil. Ça c'est votre vue, alors j'ai fait le minimum syndical. Beaucoup plus de trucs parce que c'est une vraie vue qu'on fait.
Les deux trucs importants, c'est. Alors, ça, c'est le truc classique, vous l'avez vu. Bonne practice. Add size et. Vous donniez une unité. Faut fermer ta balise quand même. Je t'ennuie, Et la mettre petit Toulousain. Non mais c'est surtout le add size, il faut utiliser le truc auto-adjust. C'est Smart Adjust. C'est vachement plus performant. Moi, j'ai mis Smart Banner. Et ouais, mais du coup, si tu as des espaces de pub qui sont plus grands, il va mettre des trucs plus grands, donc tu auras plus de... Ouais, c'est Smart Adjust, un truc comme ça. Smart quelque chose. Ouais. Et n'oubliez pas, vous avez un identifiant unique qui fait que quand le mec clique, Google sait que les sous c'est pour votre pomme. Faut pas trop souper. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Tu vas lui donner ton ID à tout le monde. Tu sais, je t'aime tellement. Alors avant, c'était fini. Ça, je parle que de la version spéciale. Alors maintenant, il faut rajouter plein de trucs. C'est passionnant. Les fous furieux vont me dire j'ai oublié des trucs. À la création, resume, pause, destroy. En plus des trucs habituels. Je sais pas ce qui se... Alors, moi, je l'ai fait bêtement méchamment. Parce que moi j'en ai fait une il y a 3 ans, hein. Ouais. J'ai pas retouché. Alors, je crois que ça marche. C'est quand pour ton appli, quand tu prends la dernière version du Google Services. Ouais, il faut que tu refasses les trucs. Mais théoriquement, ça garde les anciennes versions. Peut-être que dans 4 ans, tout d'un coup, tu verras ton truc de pub passer de je sais pas combien il est. On va dire que tu gagnes pas très bien ta vie, peut-être 10 millions par jour, à 0. Tu comprendras qu'il faudra peut-être prendre la dernière version. Bonne pratique, prends la dernière version de Google. LinkedIn. On va se régaler. Ben, c'est que du bonheur. Donc c'est la solution Google pour l'achat in-app. On en est à la V3. Il y a aussi PayPal, qui paraît-il a l'avantage d'être 10 fois plus simple à implémenter. J'ai vu ça en regardant rapidement pendant la recherche, j'ai pas essayé. Il y en a qui ont essayé PayPal? Vous avez essayé autre chose? On avait une magique qui est hyper sympa, qui rapporte bien? Oui? J'ai une question, mais pardon, c'est pas... Ah non, t'as pas le droit. Trop tard. PayPal, on a le droit d'utiliser un autre moyen de paiement que Google pour les applications. Vas-y. Il me semblait que c'était pas super Alors, autorisé. dans la pratique, théoriquement non. Dans la théorie, théoriquement non, à part si tu vends du contenu qui est accessible hors de ton application. Donc dans ton écosystème, ce qu'on parlait un peu comme... Alors l'écosystème, ou alors tout simplement quand tu vends par exemple du physique. Après, dans la pratique, tant que ton appli n'est pas trop grosse, comme de toute façon là, tu te fais cliquer en posteriori, tu peux espérer ne pas être assez gros pour toi gagner des sous et pas assez pour te faire virer. Mais bon, c'est jouer avec le feu. En théorie, si tu fais d'in-app, c'est forcément réglé. Bon, elle est 100% intégrée, c'est-à-dire que le gars, il est sur son truc, il a une version gratuite, il appuie sur un bouton, il y a une petite fenêtre Google Play qui apparaît, vous l'avez tous fait, parce que vous achetez, parce que vous voulez aider les jeunes développeurs indépendants. Et une petite, vous appuyez, j'achète, ainsi de suite, donc c'est transparent. Ça vous prend 30% de votre CA net, c'est-à-dire que si vous vendez un truc, si vous gagnez net 10 €, Google prend 3 €. C'est en Java, que du Java à faire. Alors, par rapport à ce que tu as dit là, sur les achats via PayPal, c'est autorisé si on achète du contenu en dehors. Ouais, on en reparle après, parce que là, on a vraiment dépassé. Alors déjà, qu'est-ce qu'on achète? Alors 3 types de produits. Bon, j'ai déjà parlé. Alors déjà, ouais, truc rigolo. Il m'a fallu 2 heures pour relire plusieurs pages d'informations. On a les produits gérés, Manage Product. Alors là, Google Play stocke les informations d'achat. C'est-à-dire qu'ils savent si vous l'avez acheté, si vous l'avez consommé, par exemple la fameuse potion magique. Tout est stocké chez eux. Donc vous pouvez aller, si la personne désinstalle les choses, désinstalle son appli, il réinstalle, c'est lié à son compte utilisateur si je me rappelle bien, et il va tout récupérer. Vous pouvez mettre des consommables et non consommables. Et puis, la V2, qui ne marchera plus en janvier, a fait des produits non gérés où il ne stockait rien du tout, c'était fait pour les consommables, mais c'est plus utilisé maintenant, ne touchez pas à ça, vous aurez des problèmes. Et on a des abonnements qui sont gérés avec la V3. Donc, grosso modo, en V3, vous gérez 2 types de produits, les Managed Products et les subscriptions, avec un accent anglais beaucoup. Alors c'est quoi? C'est les subscriptions, par exemple, vous pouvez donner un prix par défaut quand c'est en mois, année ou saisonnier. Genre si vous faites une application qui donne les résultats du football, c'est intéressant au début de la saison, à la fin de la saison. Vous pouvez donner une période d'essai gratuite en jours. Je crois que vous pouvez mettre 6000 jours si vous voulez, rien ne vous empêche. Le fameux système des prix dont je n'ai pas parlé, qui est toujours rigolo quand on fait son premier truc, on met 1,99 €, ça te met automatiquement en Afrique du Sud un certain nombre de ZAR.
Va savoir si c'est bien ou pas. En général, tu arrondis, genre si tu mets 3200 ZAR, tu mets 2999, mais tu sais pas si là-bas ça vaut rien du tout, si tu peux acheter 3 bagnoles. Au Japon, ce que j'ai fait, ça va pas être cher parce que j'ai plein d'achats. Bref, c'est vraiment un moment rigolo quand tu regardes toutes les monnaies, tu dis bon là je vais mettre ça, là je vais mettre ça. En dollars ça va, hein, tu mets le même prix à peu près. Mais... Ah bon, Il y a un bouton calcul automatique. oui, le fait automatique, mais il te donne des trucs genre 1,99€, 3272 ZAR. Alors c'est pas très sexy. Non. Donc tu mets 2999, mais tu sais pas ce que ça vaut en vrai. Ouais. Toi tu le sais. Il y a personne qui t'a... Non, ça arrive. Il y a personne qui t'a demandé pourquoi c'était pas le même prix selon les pays. Non, j'ai pas eu le genre de retour encore, mais... en plus c'est un truc... T'as quand même assez peu d'interaction avec tes gens. Avec les gens, les remarques que j'ai, c'est nul, c'est bien. J'ai pas bonjour, j'ai trouvé ça bien, 4 pages, et au fait, en ZAR, chez nous, c'est... C'est dommage hein, d'ailleurs. Donc Google Service, donc il faut l'avoir. Il faut intégrer inappbillingservice.aidl, Android interface définition langage. Oui, alors première fois que je découvrais ça, bah, grosso modo c'est une interface. Hein. Ça va. Je l'ai pas mis je crois. Oui, en avant dans la joie et la bonne humeur. J'ai oublié de le mettre, mais faudra quand même lancer un service. Alors la joie et la bonne humeur, c'est l'enfer sur terre en fait. Donc on se marre bien. Donc les Google Services, faut mettre l'IDL. Là ça commence vraiment à être drôle. Donc what the fuck. Alors déjà il faut une clé de licence. Oui? Non? Oui? En fait, sur GitHub on trouve un très bon projet qui permet de gérer tout ça. En fait on n'a plus que... C'est super facile. Putain, merci. Tu me le donneras. Alors, je le dis tout de suite parce qu'on va en faire vite, si j'ai peur d'oublier. Attention, il faut, dans l'absolu, essayer de faire un système pour le piratage qui soit unique à votre application. Parce que si tout le monde utilise ton GitHub, au bout d'un moment, les pirates sauront où taper pour aller récupérer les clés, et ainsi de suite. Mais par contre, il faudrait qu'on récupère le lien, ne serait-ce que pour apprendre comment ça marche. Parce que là, je vais vous montrer rapido, c'est assez rigolo. Il y a une doc avec 2 images, un exemple. L'exemple c'est 9 fichiers, dont IAB Helper qui m'a fait des cauchemars. Alors je l'ai mis sur Notepad++, j'ai mis au minimum, il fait 982 lignes. C'est un sample ça. Ouais, c'est un exemple, ils ont tout mis dedans. Donc lui les autres fichiers, alors ça fait tout avec des exceptions, mais tout. Alors vraiment l'exception, alors toi tu le diras mieux que moi tout à l'heure, c'est vraiment pour les trucs exceptionnels et plutôt dans les trucs qui se passent hors de ton application. Alors eux ils le font pour ça, mais ils le font genre au lieu de mettre un booléen, un false, je balance une exception. Ils font quelquefois, dans ta fonction tu balances un throws mais tu le dis pas dans la fonction. Donc ça tu le sais une fois que tu as uploadé ton truc et que ça te balance une exception complètement folle, ça va marcher. À l'inverse, que font dit cette fonction va balancer un throws alors qu'elle ne le fait jamais. Il y a des déclarations de classe cachées dans mes constructeurs. Ah ouais. Au lieu de faire un extends avec une classe bien sympa, ils te font un new, alors 200 lignes de bonheur. Alors moi j'ai fait l'erreur, j'ai pris l'exemple, j'ai tout fait au propre, tout ça, j'ai passé une semaine. Donc c'est centré sur l'activité aussi, c'est fait pour faire avec une activité. Si tu as une application qui se lance par un service au démarrage, t'es bien dans la merde. Je n'aurais pas dit ça comme ça. Tu es dans une merde noire. Et ça bug à mort. Moi, j'ai tous les jours, j'ai une application qui tourne, j'ai 3000 téléchargements, mais tous les jours, j'ai mes petits problèmes. Il y en a, je ne sais pas d'où ça vient vraiment. Je ne sais pas si j'ai mal implémenté l'exemple. Alors, je sais que l'exemple ne marche pas très bien. Je ne sais pas si c'est le service en lui-même qui merdouille. Alors, pourtant, je ne comprends pas, parce que c'est quand tu dépiles le tout. J'ai fait ça à l'envers. Eh ben, je vais vous faire bien. Voilà. Alors, ce dont vous avez besoin, c'est une suite d'échanges avec Google Play. Vous savez, quand on appuie sur le bouton, tout ça. Donc, vous avez un service qui va tourner en fond. Il faut le lancer, le gérer, ainsi de suite. Vous avez besoin d'une clé de licence pour l'application. Pour savoir que c'est votre application qui tourne. Vous avez besoin de SKU. Alors, je ne sais pas ce que c'est. À un moment, ils disent on appelle ça SKU. C'est pour les différents produits, genre, vous avez un produit, c'est version premium, il est un SKU. Hein. Vous avez un produit potion, il est un SKU. Vous avez besoin d'un développeur payload pour les transactions, parce que c'est super sécurisé, mais il vous conseille quand même de mettre, chaque fois que vous faites une transaction, mettre dans votre code un petit bout, un petit string, et bien vérifier que c'est la même qui revient et la traiter sur votre serveur. Alors Google Play vous fournit des pourchasses détails, c'est-à-dire chaque fois que vous faites
je vais vous expliquer au fur et à mesure. Quand vous faites un inventaire ou quand vous faites un achat, ça vous donne des SKU et un pourchasse token par transaction. Pour bien être sûr que vous avez bien consommé votre potion. Alors, on va pas tous les faire, mais grosso modo, voilà. Alite. Alors, le produit manger, donc c'est manager, mais c'est quasiment pareil. Faut demander déjà bonjour à ce qu'il y a Google Play Service. Alors, il vous renvoie un truc, il faut vérifier qu'il vous a bien répondu un truc. Si vous ne l'avez pas fait, parce qu'il y a un souci, il faut redemander. Faut bien vérifier si vous supportez les types de produits. Est-ce que tu fais les achats in-app? Oui. Est-ce que tu fais les subscriptions? Oui, non, peut-être. Quelles sont les ventes dispo? C'est l'inventaire. Genre, vérifier si l'acheteur a déjà une version premium. Donc, il balance l'inventaire. Quelquefois, c'est trop long, donc il le balance en 2 fois. Chaque fois, il peut y avoir des problèmes. Donc, il faut renvoyer les trucs. Faut demander si nécessaire. Il faut demander les produits dispo à l'achat. Parce que quand même, le but du jeu, c'est qu'à un moment, le mec appuie sur le bouton, acheter votre truc à 1,99 €. Il faut lui demander. Il faut le faire à chaque fois. Ça, c'est la limite. Les achats. On lance une procédure d'achat. Alors, on pourrait imaginer que c'est... tu balances une fonction et puis tu fais apparaître magiquement l'onglet... la fenêtre Google Play. Que nenni, mon cher ami. Il balance un bundle avec une intente qui permet d'avancer la fenêtre Google Play. C'est pas fini, faut que tu balances l'intente. Donc là, tu balances, là il fait sa vie sur Google Play, il achète ou il est lu, il te renvoie un truc. Alors je crois qu'il te renvoie un bundle, je suis pas sûr qu'il ne faut pas vérifier si le bundle n'était pas bon, ainsi de suite, avec le fameux développeur payload, et on a un activity result. Donc tu es obligé d'avoir une activité. Bon là ça se tient, parce qu'en général on achète quand même de son activité soi-même. Je pense que c'était pour éviter que l'application oblige le mec à acheter innocemment en tâche de fond sans qu'on lui demande son avis. Voilà. Il faut gérer le résultat avec le pourchasse token. Voilà. Donc je vous imagine pas que c'est quand même une question d'argent, donc il faut quand même s'amuser à faire des tests. Et je vous épargne les histoires de comptes de tests, ainsi de suite. Par défaut, par exemple, avec ton compte, tu ne peux pas faire des tests, ça bloque les tests sur ton compte développeur. Il faut avoir, donc en général, tu mets toi en utilisateur pour faire le truc. Et là, t'as les copains, non, j'achète pas un €. Je te la pirate. Alors la sécurité. Donc Microsoft se fait pirater, donc vous n'y arriverez jamais complètement. Ne tombez pas dans le piège, donc faut pas mal de monde, genre le truc, bien, vous êtes sûr que personne ne vous piratera, c'est normal, parce que c'est tellement chiant à utiliser que personne ne touchera à votre appli. En interne, regarde, déjà, pour bien expliquer tout. Il y a plein de bidouilles, donc ça par exemple, par rapport à ce que tu disais sur le GitHub doit utiliser des bidouilles, mais ça va être les mêmes pour tout le monde. Donc des bidouilles du type, je mets ma clé, les fameuses clés uniques, qui font, je sais pas combien de centaines de caractères, tu les mets en plusieurs parties. Tu les mets un peu partout dans ton code. Tu fais des méthodes inline, tu fais de la réflexion Java, ce genre de choses. Vous pouvez faire de l'externe aussi. Vous vérifiez des applications comme Freedom ou Lucky Patcher sont présentes. Des applications, grosso modo, tu les installes et ton tâche de fond, et alors, je sais pas comment ça marche, mais le mec va, l'application va croire que vous avez tout acheté, vous avez déjà tout acheté. Donc tu as full access. Je crois qu'en fait ils font juste ils émulent ils interceptent les appels et ils disent oui c'est bon il l'a payé, c'est bon. C'est l'équivalent d'une yes card à l'époque, c'est une yes app. Oui c'est bon, il a tout acheté. Vous pouvez vérifier et puis vous traitez, soit vous mettez un petit truc genre bon t'es bien gentil mais moi je suis tout seul, je suis un petit développeur indépendant, tu économises 1,99 € et moi je ne vis pas. Ou dire bonjour, t'as l'application installée, on va pas plus loin. À vous de voir. Avec à peine 20 minutes de retard. Donc on aura l'occasion d'échanger autour d'un petit château la rose Trinquedent, un haut médoc de chez nous, un grand vin de Bordeaux, Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 40%, pour les spécialistes un peu différent du 80-20 habituel. Et le SKU, c'est Stock Keeping Unit. C'est Stock Keeping Unit, et c'est en gros ça équivaut à un identifiant unique au sein d'un stock. Bravo. Merci Wikipédia. Merci Wikipédia. Je le mettrai pour la prochaine version. Hein? Voilà, tu pourras faire ton malin. Voilà. La prochaine version. Maintenant on va passer aux bonnes pratiques en général. Bravo.